Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la fonction publique annonce le recrutement de 932 jeunes diplômés pour assurer l'office de contrôleur administratif. Sekou Kourouma l'a dit ce jeudi au Conseil ordinaire des ministres. Au cours de cette même session présidée par le chef de l'État, plusieurs décisions ont été prises, notamment au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, des Travaux publics ainsi que de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Daouda Mohamed Kamara. Le Conseil ordinaire des ministres de ce jeudi a commencé tout d'abord par les instructions du chef de l'État. Ces instructions sont principalement adressées au gouvernement tout entier. Damantan Albert Kamara. Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller à ce que le pointage biométrique au sein des ministères soit effectif afin de contrôler la présence et la ponctualité des fonctionnaires et d'aboutir à terme à une meilleure maîtrise des effectifs. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en place une commission de réflexion chargée de proposer une réforme relative à l'utilisation dans le secteur privé d'une certaine catégorie de fonctionnaires, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le président de la République a invité le gouvernement à tenir une réunion technique avec tous les acteurs des travaux publics routiers dans la perspective de la campagne de réhabilitation du réseau routier. Le ministre de la fonction publique, dans sa communication, a rappelé que l'opération de recensement a permis de dégager du fichier de gestion administrative plus de 2000 agents en situation irrégulière. Cet effectif faisait perdre à l'État et par an plus de 40 milliards de francs guinéens. Une opportunité pour Sekou Kourouma de rappeler les obligations du fonctionnaire. Servir avec loyauté, probité et patriotisme, défendre les intérêts de la collectivité nationale de l'État et des administrations et institutions. Consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à l'exercice de leur emploi, être présent à leur service pendant les heures légales de travail et accomplir par eux-mêmes les tâches qui leur sont confiées. Interdiction faite à tout fonctionnaire ou contractuel de l'État d'exercer les activités privées lucratives de nature à compromettre son intégrité dans l'exercice de ses fonctions. Vu les menaces qui guettent l'écosystème, le département guinéen de l'environnement, des eaux et forêts déroule une politique forestière et faunique nationale afin de développer et bien gérer ses ressources y afférentes. Cette stratégie se fera par des programmes pluriannuels élaborés par le biais de plans d'action par région naturelle et, au besoin, à des niveaux plus spécifiques, préfectures, zones classées, incluant les zones communautaires. Du 1er au 7 novembre prochain, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté déroulera en Guinée et dans les représentations diplomatiques son programme de la semaine de la citoyenneté et de la paix avec des objectifs suivants. Sensibiliser les populations sur la notion de la culture et l'esprit de la citoyenneté, ainsi que leur participation à la consolidation de la paix. Susciter des réflexions sur la responsabilité du citoyen vis-à-vis de sa patrie, mais aussi sur ses droits, ses libertés et ses devoirs et obligations. Susciter des réflexions sur la notion de nation, de solidarité nationale et de fraternité républicaine. Susciter des réflexions sur les liens entre la culture citoyenne, l'idée de nation et le système démocratique. À ce sujet, le Conseil a fait remarquer la nécessité d'implication de tous et sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil demande au ministre en charge de la fonction publique de prendre en compte les observations formulées par les membres du gouvernement et de poursuivre le contrôle régulier des fonctionnaires de manière effective. 2. Le Conseil demande également au ministre de présenter au cours d'une prochaine session un rapport détaillé financier. 3. Le Conseil habilite le ministre à prendre des mesures réglementaires permettant l'application stricte des différentes sanctions. 4. Le Conseil adopte la politique forestière et faunique guinéenne présentée par la ministre en charge de l'environnement. Le Conseil lui demande également de procéder à une large vulgarisation du document et d'élaborer un plan d'action. 5. Le Conseil valide le calendrier de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, sous réserve de la prise en compte des amendements, tout en invitant le ministre à soumettre le budget final.
L'atelier d'information et de sensibilisation sur l'accès aux ressources de développement intra-ACP, groupe des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, a pris fin ce jeudi à Conakry. 3 jours auront permis aux participants de s'approprier des instruments de la Commission européenne dans le cadre du décaissement du 11e FED. Ils devront aussi découvrir de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite des tâches et responsabilités qui leur sont confiées à Sénégal. Mieux outillés des cadres guinéens évoluant dans le secteur économique en connaissance générale des procédures de l'Union européenne, c'est l'un des objectifs de cette rencontre de Conakry. Cet atelier a été un cadre d'échange d'expériences entre les participants pour une meilleure interaction dans la mise en œuvre du programme de développement du pays. Au terme de ces 3 jours de partage, les cadres ont formulé des recommandations suivantes. Le renforcement de communication entre la cellule de gestion FED et les acteurs étatiques et non étatiques, c'est-à-dire les départements sectoriels, la société civile et le secteur privé. Ils ont aussi recommandé la mise en place des points focaux avec les acteurs nationaux intervenant dans le système intra-ACP Union européenne. Aussi, ils ont recommandé le renforcement des capacités des acteurs en gestion contractuelle et financière, en gestion des devises et programmes, en gestion des cycles de programmes et programmes, c'est-à-dire le cadre logique. Au-delà de ces recommandations, ces cadres de différents ministères se sont réjouis des connaissances acquises qui devront leur permettre d'être plus performants dans le travail. Je me réjouis une fois de plus que au cours de la formation, Madame a mis à la disposition de l'enseignement supérieur plusieurs sites internet pour favoriser la formation des étudiants et des enseignants. Alors que la Guinée est dans le besoin, on a besoin vraiment d'assurer la relève au niveau du corps enseignant, au niveau de l'enseignement supérieur. Cet atelier va me permettre de répondre un peu à la mission qui m'est confiée dans mon département. Je suis au ministère du Commerce et Dieu seul sait, nous avons besoin aujourd'hui, surtout dans la mise en œuvre de ces programmes post-Ebola, notre économie a été fortement ébranlée par l'urgence sanitaire qu'on a connue, les échanges commerciaux en ont souffert, donc ça va nous permettre d'avoir les fonds. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances s'est félicité des résultats obtenus durant cette formation. Et l'AJDICO estime que l'atelier apportera nécessairement un plus à la nation guinéenne. Vous êtes aujourd'hui bien formés aux différents instruments de financement qui vous ouvriront sans nul doute de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et de vos responsabilités. Cette formation pourra à terme contribuer à la mobilisation d'importants financements en faveur du développement de notre cher pays. En espérant que ces expériences acquises serviront aux participants dans un futur proche, le secrétaire général du ministère des Finances a remis un certificat de satisfaction à la formatrice, Madame Christiane, en guise de reconnaissance. Premier échec du dialogue politique interguinéen au compte de cette 6e journée. Les partis ne se sont pas entendus sur le couplage ou non des prochaines élections communales et communautaires. Les travaux reprennent ce vendredi dans l'espoir de parvenir à un consensus. Sayon Gourma. Après 5 journées couronnées de succès, ce jeudi aura été un mauvais jour pour les participants au dialogue politique interguinéen. Mouvance et opposition n'ont pas pu se départager sur le type d'élection à organiser bientôt dans le pays. L'opposition, comme toujours, a souhaité que ces élections soient couplées. La mouvance présidentielle soutenait le chronogramme de la CENI, c'est-à-dire le découplage des élections avec l'organisation des communales dès le 18 décembre prochain. Nous avons échangé sur le sujet, il y a eu des débats extrêmement longs et aucun consensus n'a été trouvé. Finalement, les participants devront encore réfléchir sur le découplage ou non des prochaines élections communales et communautaires dans le pays. Il n'y a pas eu d'accord encore. Nous avons décidé donc de suspendre les discussions et nous espérons que la nuit portant conseil, et chacun pourrait éventuellement consulter la base ou le sommet et demain on pourrait arriver à trouver un point d'accord entre les partis.
Pas d'entente ce jeudi, le président du cadre de dialogue, le général Bourema Condé, met cela à l'actif de l'essence même d'un vrai débat. Il s'agit d'un dialogue. Le dialogue, c'est le jeu des idées, ou le combat, mais un combat pacifique des idées. Il peut arriver que vous soyez d'accord sur un point dès la première minute, que vous soyez d'accord au bout d'une journée. Il peut arriver également que vous ne soyez pas d'accord sur un point. Puisque le dialogue n'est pas défini dans le temps pour dire on l'a commencé jour 1, il faut le finir jour 5, eh bien on continue. Les partis, mouvances et oppositions se retrouvent vendredi 30 septembre dans l'espoir que les esprits se sont refroidis pour voir le consensus jaillir sur ce sujet jugé important. Santé, dans cette édition, la structure humanitaire JIMIC entend des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie a célébré ce jeudi à Conakry la journée mondiale du cœur. Une occasion pour l'association d'échanger sur les dangers des maladies cardiovasculaires qui provoquent aujourd'hui de nombreux décès à travers le monde. En Guinée, selon les membres de la structure, elles sont le premier motif de consultation dans les hôpitaux. Yao Bachir pour d'explications. J'aime mon cœur et je le protège. C'est avec ce thème que la structure humanitaire Jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie a célébré ce jeudi 29 septembre 2016 la journée mondiale du cœur. Selon des enquêtes réalisées par l'association, les maladies cardiovasculaires constituent de nos jours la première cause de consultation dans les différentes structures sanitaires. Cette journée est donc une occasion pour les jeunes cardiologues d'attirer l'attention des opinions sur la nécessité de sensibiliser les citoyens. Première cause de mortalité dans le monde avec 31% des décès mondiaux, les maladies cardiovasculaires sont en nette croissance dans notre pays avec un coût de prise en charge énorme. En 2008, selon une étude menée, un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque devrait dépenser près de 270 000 francs guinéens par jour, soit 2 700 000 francs en 10 jours. Selon le coordinateur de la structure, professeur Mamadi Condé, les maladies cardiovasculaires occupent une place centrale dans les préoccupations des autorités actuelles. Le chef de service de la cardiologie estime d'ailleurs que les patients viennent le plus souvent tardivement chez les spécialistes. D'où, selon lui, la nécessité de booster la jeune structure pour qu'elle fasse des sensibilisations et des consultations gratuites. Avec des ambitions propres de ces jeunes, par leur constat réel de leur expérience dans le service, en sachant que ces malades viennent à des phases avancées de la maladie où les spécialistes ont peu de chance pour les aider. Donc, et le coût lourd de la prise en charge les a permis ainsi de créer leur ONG. En 2015, le JIMIC avait fait une large sensibilisation des religieux sur les dangers liés aux maladies cardiovasculaires. Le secteur régional des organisations de la société civile de Conakry a initié ce jeudi un atelier de formation axé sur les conflits liés au processus électoral. Le but visé par ce projet est de renforcer les capacités des citoyens dans le cadre de la prévention de la violence avant, pendant et après les élections. C'est une action qui s'inscrit dans sa dynamique d'appui à la réforme du secteur de sécurité volet police de proximité. Yanka Sissé. À quelques mois des élections locales, les acteurs de la société civile guinéenne s'activent dans la formation des jeunes leaders et des responsables administratifs. Pour cette première étape qui se tient à Kaloum, ce sont les jeunes des partis politiques, des femmes leaders et les élus locaux qui sont concernés. Durant une journée, des échanges porteront essentiellement sur comment mettre un terme à l'insécurité qui gangrène le pays. Ce projet a deux activités phares. La première activité, c'est la formation sur la prévention des conflits, le conflit également électoral. Et le deuxième volet, la deuxième activité, c'est une journée d'échange par rapport à la problématique de sécurité. Nous allons déterminer les causes du mouvement de l'insécurité dans notre pays. Et ensemble, nous allons développer ou faire des propositions concrètes en termes de solutions que nous allons déposer auprès des autorités compétentes afin de prendre des dispositions concrètes pour combattre l'insécurité.
Pour les responsables du dit projet, la tenue de cette formation fait suite à un appel à candidature lancé pour un fonds destiné à combattre l'insécurité et la délinquance dans les communes de Kaloum et Dixine. Tout cela, c'est pour faciliter le rétablissement de la confiance entre les populations à la base et les services de sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, notre pays travaille sur la réforme de son secteur de sécurité. L'un des volets phares que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui est l'introduction de la police de proximité dans les communes de Kaloum et Dixine, financée par l'ambassade des États-Unis à travers le département d'État américain. Donc nous sommes un consortium d'ONG qui travaillent sur les différents aspects contenus dans notre planification stratégique. La police de proximité, l'un des acteurs concernés par cet atelier, consciente du rôle qu'elle doit jouer auprès de la population, salue l'initiative. La sécurité, c'est une structure qui n'est pas facile parce que quand tu es en face d'un citoyen, il faudrait le sensibiliser pour qu'il comprenne ce que c'est la sécurité. Donc je ne tarderai pas à remercier à l'ensemble de ceux qui sont présents. Je dirais merci et de bien suivre la formation, après la formation de toujours sensibiliser leur population. Au terme de ce processus, les attentes des acteurs de la société civile guinéenne restent qu'il y ait moins d'insécurité dans les communes d'intervention. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry souhaite également une collaboration entre la police et la population à la base, vu que la sécurité est une affaire de tous. Des hommes de médias, un atelier de vulgarisation du guide et de bonne conduite de journalistes parlementaires. La rencontre vise à les approprier ces documents pour un meilleur traitement des informations issues du Parlement guinéen. L'atelier qui se tient à Kindia est initié par l'Assemblée nationale avec l'appui technique et financier du PNUD. Kadiatou Korka Diallo. 3 jours d'échange pour permettre aux journalistes parlementaires de maîtriser la stratégie de communication triennale de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif veut ainsi amener ses partenaires des médias à connaître le contenu du document mis en place pour une meilleure visibilité de l'institution. Les échanges s'articuleront essentiellement autour de 2 documents juridiques qui sont le guide et le code du journaliste parlementaire. Ces 2 outils essentiels vont vous être présentés ici aujourd'hui pour que vous sachiez quel est l'encadrement juridique que nous donnons à votre activité de couverture de l'ensemble des activités du Parlement qui n'est pas une institution quelconque. On a voulu rendre l'ensemble des activités, comme le disait Monsieur le Directeur, complètement transparentes. Donc, pour les rendre transparentes, il faut qu'ils soient lisibles et visibles. Et c'est vous qui saurez, qui avez les techniques et les moyens de rendre l'ensemble de nos activités visibles et lisibles. Rendre les activités lisibles et visibles pour le Parlement guinéen passe nécessairement par le renforcement des capacités des journalistes qui ont cette tâche et la mise en place de règles qui régissent cet exercice. D'où l'intérêt de cette activité pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui en est le principal partenaire. Les journalistes présents à cet atelier ont donc 72 heures pour comprendre le contenu de ces documents qui constitueront désormais leur feuille de route dans la couverture des activités de l'Assemblée nationale. La grande commission, vous avez tous les directeurs. Le tarif de l'électricité devrait prochainement baisser de 50%, ceci grâce à la diversification des ressources de fourniture notamment. Suivez. Voilà qui devrait faire du bien au portefeuille des Rwandais. Au terme de la révision en cours, le tarif de l'électricité devrait enregistrer une baisse à hauteur de 50%. Ceci grâce à la mise à contribution de nouvelles centrales, une tourbe et une autre hydroélectrique d'une capacité de 80 MW chacune. Nous avons significativement accru la capacité de génération d'électricité. Il nous reste donc à rendre cette électricité abordable pour les consommateurs domestiques et les industriels.
Il faut dire que le kilowatt d'électricité se paie actuellement à 0,24 $ dans le pays, ce qui en fait le tarif le plus élevé de l'Afrique de l'Est. La diversification des sources de fourniture électrique ainsi que la réduction de la part des centrales thermiques à fioul, particulièrement coûteuses, s'est donc imposée. Depuis 2015 ou un peu plus avant, il y a eu diversification de sources d'énergie. On a vu par exemple des investissements énormes dans la transformation du gaz méthane en électricité. On a vu des initiatives de gauche à droite dans la turbe pour produire de l'électricité. On a vu des contrats signés pour avoir l'électricité à partir du Kenya, de l'Éthiopie. Donc il y a eu un ensemble de diversification de stratégies pour avoir assez d'énergie sur le marché local. À ce jour, seuls 24% des Rwandais ont accès à l'électricité, un pourcentage que les autorités ambitionnent de tripler à l'horizon 2018, et cela semble sur la bonne voie. Au Cameroun, les autorités durcissent la politique de lutte contre les malversations dans le système foncier grâce à la numérisation des titres fonciers. Regardez. Au Cameroun, le gouvernement veut mettre fin aux malversations dans le système foncier et domanial. Pour ce faire, les autorités ont annoncé l'informatisation du système. D'ici fin 2017, le Cameroun prévoit de numériser 120 000 titres fonciers et créer une base de données de 240 000 parcelles de terrain dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua. La numérisation, c'est la traçabilité des opérations. Dans le contexte camerounais, il y a énormément de corruption dans le processus de matriculation foncière. Et le gouvernement se saisit de ce dossier parce qu'il faut qu'une réponse soit apportée. La réponse, elle est administrative, mais l'impact est économique. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ont besoin de terres disponibles. Et les populations qui sont parfois installées sur des terres ont besoin soit de les immatriculer, soit de les céder à des investisseurs contre des rétributions afin, elles aussi, d'en tirer un certain profit. Les responsables du ministère des Domaines et des Affaires foncières rassurent que les documents existants ainsi que les archives vont être scannés et numérisés. L'objectif de ce projet est de limiter la corruption et les malversations enregistrées dans le système foncier et domanial au Cameroun, notamment les doublons au niveau des titres fonciers et les doubles ventes de terrain. S'il y avait eu cette numérisation depuis longtemps, il y a beaucoup de litiges fonciers qui n'auraient pas cours. Parce que la plupart des litiges fonciers qui ont cours au Cameroun sont dus au fait qu'une même parcelle de terrain est vendue à plusieurs acquéreurs. Cela n'est possible que parce qu'il n'y a pas un moyen de vérification des hypothèques qui sont sur une parcelle de terrain. Vous ne pouvez vérifier que de façon manuelle en allant au cadastre ici, en allant dans une chefferie là-bas, etc. De nombreux scandales d'indemnisation liés aux expropriations pour cause d'utilité publique dans la ville portuaire de Kribi ont été cités dans la presse locale. La numérisation ne se limitera pas seulement aux titres fonciers. Le projet vise aussi l'informatisation de tous les services et procédures qui touchent à la terre, aux biens et à la protection des personnes. Le président des États-Unis, Barack Obama, a été désavoué par le Sénat. À une large majorité, les élus ont décidé de rejeter le veto présidentiel sur une loi, un texte qui autorise les victimes des attentats du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite. Suivez. Coup dur pour Barack Obama à quelques semaines de la fin de son mandat. Le rejet par plus de 2/3 des membres du Congrès américain du veto du président sur une loi visant l'Arabie Saoudite. Peu avant le vote, certains, au sein même du camp du président, se sont fait les ardents défenseurs de cette loi permettant aux familles des victimes du 11 septembre 2001 d'engager des poursuites contre Riyad. Il y a un certain nombre de preuves démontrant que le gouvernement saoudien et des organisations à l'intérieur de ce gouvernement ont participé ou encouragé l'un des crimes les plus importants de l'histoire des États-Unis. Ce rejet du veto du président est une première en 8 ans de pouvoir. Une erreur pour Barack Obama, dont les détracteurs l'accusent de manque de courage vis-à-vis de l'allié saoudien. Mon inquiétude n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Ce que je ne veux pas, c'est que nous nous retrouvions dans une situation où nous voilà soudainement exposés à la possibilité d'être poursuivis en justice dans le monde.
Cette loi, c'est une certitude, va irriter un peu plus Riyad, froissé déjà du rapprochement récent de Washington avec l'ennemi iranien. Elle autorise aujourd'hui les proches de quelques 3000 victimes du 11 septembre à tenter de faire reconnaître en justice l'implication de l'Arabie Saoudite dans les attentats. 15 des 19 terroristes étaient de nationalité saoudienne. Jusqu'à présent, la responsabilité de Riyad n'a jamais été démontrée. L'Arabie Saoudite qui a néanmoins financé une forte campagne de lobbying pour empêcher le passage de cette loi. Et aux États-Unis encore, Michelle Obama est en campagne. La première dame américaine multiplie les apparitions, les meetings, les contacts pour soutenir Hillary Clinton. Une façon de faire bénéficier la candidate d'une popularité qui lui est défaut. Ils sont arrivés par vagues pour entendre et voir la première dame des États-Unis. Michelle Obama est devenue l'arme secrète des démocrates. Elle est respectée des femmes et admirée des jeunes. Hillary? Oh yes, of course you can, because women together can make big changes. I think Obama's support is essential to Hillary in the election. I think she can help get voters. Michelle Obama est plus populaire que son mari dans les sondages d'opinion. La première dame des États-Unis est en campagne pour Hillary Clinton. Hillary has been a lawyer, a law professor, First Lady of Arkansas, First Lady of the United States. Hillary, dit-elle, est une avocate, ex-première dame, ex-sénatrice, ex-secrétaire d'État. Elle est la personne la plus compétente pour devenir présidente. You provided the margin of victory for Barack in 4 key battleground states, Florida. La Pennsylvanie a donné la victoire à Barack Obama en 2012. La première dame est également ici pour préserver l'héritage politique de son mari. Sans même le nommer, elle a visé Donald Trump plusieurs fois. We need an adult in the White House. Nous avons besoin, dit-elle, de maturité et de compassion à la Maison-Blanche. Être président, ajoute-t-elle, est un travail exigeant. The presidency doesn't change who you are, it reveals who you are. La présidence ne vous change pas, elle révèle qui vous êtes. Le message de Michelle Obama est clair. Seule Hillary Clinton peut assumer le poste de présidente avec sérieux. Après 30 minutes, la foule est sous le charme. What do you think about the First Lady's speech today? Fantastic. And she gave me so many things to think about and things I can tell other young people. Elle est extraordinaire, dit cette femme de 83 ans. Elle est inspirante pour les jeunes. I mean, it shows that she can support someone that was an opponent and recognizes her good qualities. Elle est capable, constate cette partisane, de reconnaître les qualités d'une ancienne adversaire. Elle a beaucoup d'influence. Hillary Clinton aura besoin de toute l'aide nécessaire pour remporter cette élection le 8 novembre prochain. Ici, en Pennsylvanie, elle mène actuellement par 3 points sur son adversaire Donald Trump. Une élection qui se gagnera porte à porte, comté par comté. Ici, Christian Latreille, Radio-Canada, à Philadelphie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention et au revoir.